Bonjour Maxime Chatham Bonjour, et bienvenue dans les Midis de Culture. merci beaucoup. Voici donc ce 32e roman 8,2 secondes qui est apparu chez Albin Michel au début du mois de novembre. Nous sommes aux États-Unis, car c'est assez rare chez les auteurs de polar, mais vous régulièrement alternez les lieux de vos romans et ça peut être Oui. en France comme ça peut être ailleurs. Je me suis demandé si justement, dans votre façon d'écrire, est-ce que le lieu arrive en premier? Est-ce que dans le processus d'écriture, c'est le lieu qui vient? C'est une excellente question pour ce roman parce que ça a été tout le contraire. Ah, génial. C'est-à-dire que j'avais l'idée, j'avais l'histoire et tout était prêt. Moi, j'étais tendu comme un arc, prêt à dégainer mon bouquin. Il était au bout des doigts, ça me brûlait les index, les phalanges. Et il me manquait un truc. C'était la localisation du roman. Je ne trouvais pas, j'étais pas sûr de mon coup. J'hésitais entre la France et les États-Unis, parce que le livre pouvait se passer dans un lac dans les Alpes et à Lyon en parallèle, ou à Ouais. Paris et dans les Vosges, ça marchait aussi. Euh, mais les États-Unis me tentaient. J'avais cette tentation, comme j'y suis souvent pour écrire mes bouquins. Et puis à un moment, je me suis dit, mais non, mais les thématiques sont universelles. Mhm. J'ai envie de m'accaparer, voilà, presque même des poncifs, des clichés parfois pour en jouer. Donc autant aller jusqu'au bout. Le chalet au bord d'un grand lac, dans des étendues sauvages, c'est le grand nord américain, pas loin de la frontière canadienne. Et la ville, la quintessence de l'urbanisme, c'est New York, quoi. C'est cette élévation de l'homme vers les cieux. Donc faut arrêter de se planquer, il faut y aller, il faut l'assumer. Mmh. Et c'est vrai que c'est très important. Alors je vais juste le rappeler, on a à New York la jeune recrue policière, c'est May Malkasian, qui est une jeune fliquette à qui on la fait pas, si je veux dire. Et puis on est au bord de ce grand lac à la frontière canadienne. Et là, c'est Constance Holloway, qui est scénariste renommée, mais qui a été frappée par un drame intime. On peut le dire tout de suite, ça arrive très vite, c'est que donc on comprend que son mari et son enfant, son fils, sont morts. Euh, donc on a d'un côté la ville qui correspond au cliché de la violence, on va dire, et de l'autre, le lac qui pourrait correspondre à l'apaisement, sauf que non, c'est pas du tout ça qui se passe en fait. Non, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de montrer un personnage extrêmement seul, celui de Constance, au milieu de la nature, et en même temps, May, qui elle est au milieu de la ville, entourée de gens. Et assez vite, je pense qu'on peut considérer que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire Mm. qu'au milieu de la ville, elle est encore plus seule que les autres. Et Constance, finalement, est très riche de sa vie intérieure, de ses souvenirs, de ses questionnements. Mais elle n'est pas hantée par la solitude. Elle est hantée par son chagrin, Mm. par ses doutes, mais pas par la solitude. Et, euh, et donc, je trouvais amusant de jouer sur ces deux aspects-là. Et puis en même temps, il y en a une qui est dans cette nature sauvage, dans laquelle l'être humain n'est presque rien. Il est, il est presque au service finalement de la nature, Mhm. de l'essence même de la vie, de là d'où nous venons. Et en parallèle, vous avez la grande ville, gigantesque, le foisonnement, le grouillement, le grouillement de l'espèce humaine dans tout ce qu'elle a de pire, de plus touchant, de plus rempli d'émotions. Et moi, j'aimais bien jouer sur ces deux parallèles. Et les chapitres sur mai, pardon, je les voulais assez tendus, assez rapides, avec assez vite du suspense, en tout cas qu'on Mhm. soit intrigué. D'où le fait que l'intrigue policière, elle est du côté de May. Et quand on est avec Constance dans le chalet, on est quelque chose de beaucoup plus introspectif. Donc je voulais une narration un peu plus lente, Mhm. créer ce décalage entre les deux et que l'alternance d'un chapitre à l'autre puisse être au début un peu déroutante, qu'on se dise... Alors je pense qu'en fonction des lectrices et des lecteurs, chacun a sa préférence de Ouais. personnage, mais j'ose croire, j'espère, que ça peut se modifier, changer au fur et à mesure de lecture et qu'on soit surpris aussi par le propre attachement qu'on peut avoir pour un personnage et de se rendre compte que ça évolue au fur et à mesure du roman. Et alors justement, vous parliez ça peut surprendre. Et effectivement, moi je pense que ça peut, au début, c'est un peu déstabilisant ce moment où vous mettez du temps à installer les Ouais, choses. On est ouais. dans de la sensation énormément. Il y a les odeurs, les sensations physiques. Enfin voilà, tout ça prend du temps à s'installer. J'ai l'impression que vous retenez un peu les chiens. Ouais. Côté, Mais complètement, c'est-à-dire que je me suis interdit d'aller trop vite ouais. et je voulais poser la vie dans le personnage. Que dès le début du roman, Constance notamment, mais autrement, mais Constance en particulier, soit dans un rapport à son existence qui soit très simple, j'ai pas le terme qui me vient, mais sur ce qu'on a de plus fondamentaux, c'est-à-dire Mhm. nos sens. Donc oui, il y a du toucher. Et d'ailleurs, le roman s'ouvre sur Constance qui est dans le chalet et qui lâche son sac. Il y a les ergots métalliques du sac en cuir qui tombent sur le parquet, ça résonne, et d'un coup,
Elle inspire, elle se Mmh. sent autorisée à respirer, et ça lance le roman. Alors, en réalité, il y a plein de sens à ça quand on a lu le livre jusqu'au bout, mais dès le début, on est sur, l'émotion, sur la vie, sur ce que c'est que de se reconnecter à soi. Et c'est un livre qui parle de ça, Mmh. se connecter à ce qu'on est. C'est un livre qui parle de deuil, qui parle d'amour, heu et et à travers, les 2 notions que sont Eros et Thanatos, j'ai essayé de raconter finalement ce que c'est que de vivre à 2 moments, cruciaux de notre existence, Mai qui elle est une jeune trentenaire et Constance qui approche la cinquantaine. Et c'est 2 étapes très différentes de notre existence que j'ai essayé de décortiquer. L'une qui va tomber amoureuse, qui va s'interroger sur ok, est-ce que maintenant je suis en train de poser les jalons de ce que va être Mmh. ma vie plus tard. Mmh. En tout cas, c'est une possibilité. Tomber amoureuse pour elle de quelqu'un de très fort, où il se passe vraiment des émotions très très engageantes. Bah, ça ouvre sur beaucoup de possibilités. Et puis en même temps, Constance, elle, c'est l'inverse. Elle a perdu son grand amour, son fils, et elle s'interroge, est-ce que je dois encore vivre? Mmh. Ces 2 personnages, la jeune inspectrice qui est un peu rentre dedans, on va dire, et Constance, hem, quel lien vous avez avec ces femmes et qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces femmes-là? Oh là! Probablement beaucoup plus de choses que si j'avais écrit avec 2 hommes. Voilà, c'est bon, bah, C'est paradoxal, mais ouais, non, ouais, ouais. mais Non, mais je pense qu'elles me permettent d'aller, pour plein de raisons. D'abord parce que ce sont des femmes, il y a comme déjà inconsciemment une barrière qui saute de «ça n'est pas moi puisque ce sont des femmes». Bon, ça, c'est un truc, un petit mensonge qu'on se raconte à soi-même pour justifier qu'on puisse y aller franchement. Et puis aussi parce que, par principe, par évidence, par cliché certainement aussi, hein, le fait que ce soit des femmes, inconsciemment me met dans un état d'esprit qui m'autorise ou qui m'ordonne d'être encore plus proche de mmh, mes sens, de mes émotions, mmh, et d'y aller plus franchement, notamment dans l'introspection des personnages, dans leur rapport, dans leur lucidité à qui elles sont et à ce qu'elles vivent. J'ai pas l'impression que j'aurais écrit ça de la même manière si ça avait été des hommes. Alors qu'au final, c'est moi l'auteur, hein, oui, j'aurais pu faire la même chose, mais j'aurais trouvé ça probablement moins organique. Alors peut-être sur un homme plus jeune, oui, ça aurait peut-être fonctionné. mmh. Mais si Constance avait été Constantin, je ne crois pas que j'aurais pu faire les choses de cette manière-là. J'aurais pas trouvé ça normal. C'est-à-dire? Et Bah, il y il aurait aurait quel- pas pu avoir ce rapport au monde-là, bah, il Constantin? aurait été différent. Ouais. C'est-à-dire que ça n'aurait pas été celui que j'ai raconté dans le livre. Or, celui qui m'intéressait le plus, c'est probablement celui qui est dans le livre aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, on va pas se mentir, écrire, c'est aussi une forme de psychanalyse pour un auteur, hein. Donc, moi, j'écris ce livre-là parce que je suis à un moment de ma vie où je m'interroge sur ce qu'est le deuil, sur ce que c'est la perte d'un être cher, et j'essaie d'aller au bout de ce raisonnement-là, simplement plutôt que de m'enfermer toute la journée avec mes pensées et d'être face à moi-même, avec tout ce que ça peut impliquer de trucs pas toujours drôles. Mmh. Je le fais avec la couverture de mon roman. Mmh. C'est-à-dire que je m'immerge dans mes personnages et j'ai le prétexte de devoir créer une fiction pour m'autoriser à réfléchir encore et encore à cette notion du deuil, de l'amour. Et, euh, et finalement, c'est des mois de réflexion qui sont nourris par un prétexte. Mmh. Mais c'est ça l'écriture, c'est ce qui est Mmh. formidable dans l'écriture d'un roman, c'est pouvoir se diluer soi-même dans un récit qu'on va inventer ou qu'on va se faire croire qu'on est en train d'inventer. Mmh. Et vous dites diluer, c'est-à-dire qu'une fois que le roman est écrit, il y a un sentiment comme ça de, je sais pas, comme d'être lavé de quelque chose, de Je ne sais pas si je me sens lavé à la fin d'un livre comme celui-ci. En revanche, je sais que je me sens vidé ouais. d'abord, dans un premier temps, parce qu'il y a toute l'émotion de la fin d'un roman, alors c'est encore autre chose. Mais sur l'ensemble du livre, et après avec un peu plus de recul, je me sens plus complet. Mmh. C'est beau. Ouais, non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que une partie de ma réflexion personnelle, j'ai pu la mener avec ce livre. J'ai pas été obligé de mettre tout ce que moi je pensais Mmh. et ce à quoi je suis arrivé comme conclusion dans le roman. Mais en revanche, à travers les personnages, j'ai pu m'interroger sur beaucoup de sujets et mener mon propre questionnement le plus loin possible et en tirer les conclusions qui, moi, m'intéressaient pour moi Mmh. et ensuite pour mes personnages. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette double détente dans l'écriture. Il y a la spontanéité au moment de l'accélération de l'écriture, mais il y a aussi toute cette phase extrêmement riche et importante, nourrissante pour un auteur, qui est la réflexion de se dire, si j'écris sur ce sujet-là de telle manière dans ce chapitre-là, qu'est-ce que ça raconte vraiment? Et est-ce que c'est intéressant pour le roman? Et ça oblige soi-même à s'interroger. Et donc j'en tire moi des conclusions et je me dis, mais ça m'intéresse,
mais ça ne va pas m'intéresser pour le livre. Donc je ne vais pas aller dans cette direction. Il faut que je trouve autre chose pour le bouquin. Mais c'est 2 fils parallèles que je tire en permanence pendant toute l'écriture du livre. Et mes conclusions à moi ne sont pas celles de mes personnages à la fin du livre. Et c'est ça qui est à la fois jouissif, mais en même temps extrêmement piégeux. Il faut faire attention à ne pas se perdre. Il ne faut pas écrire le mauvais livre. Il ne faut pas écrire le livre qu'on écrit pour soi uniquement, pour se réparer soi. Il faut écrire le livre dont on a besoin, mais aussi raconter l'histoire qu'on a envie de raconter pour les autres. Parce que le livre, je l'écris très égoïstement pour moi à l'instant où je l'écris, mais dès l'instant où je le relis, je le relis pour les autres. Ouais. Ça, c'est fondamental, parce que sinon, il n'y a pas d'intention de publication. Sinon, on a une espèce de travail très avec soi, quoi, très égocentré. Et je crois qu'il faut ménager les deux. Pas être hypocrite, on écrit pour son égoïsme, son plaisir personnel, mais on a un destinataire au bout du compte. Alors le destinataire va être heureux s'il est auditeur de radio, puisque nous, on a de la chance. Vous avez accepté, Maxime Chatham, de nous en lire un extrait de ce roman. On s'installe gentiment plaisir. et on vous écoute. Voilà, alors attendez. Alors je vous laisse le temps de prendre la page. On avait dit 195, je crois. J'y suis. On y est. 294. 200. Le chapitre 39, si je dis pas de bêtises. Constance braqua le cône de la torche dans l'angle où se trouvait le vieil homme à la voix sifflante et crépitante, mais ne vit qu'une anfractuosité vide. Il n'y avait personne, pas plus que 2 yeux blancs luisant dans l'obscurité. Elle soupira. Qu'elle était conne à se faire des frayeurs pareilles. Il fallait qu'elle arrête, au moins qu'elle rappelle son médecin pour se faire prescrire quelque chose pour dormir ou pour s'apaiser. Le stress la faisait débloquer, beaucoup trop. Elle pivota pour s'engager vers la sortie, et là, brutalement, surgit dans le faisceau de la lampe, juste à quelques centimètres de son propre visage, celui d'Abner, un masque de peau blafarde et craquelé sur son crâne rond. Il se précipita sur elle, un cadavre animé, ses yeux devenus immenses, fous et illuminés, et ses lèvres moisies se déchirèrent, tandis que sa bouche s'ouvrit, au-delà de ce qu'elle aurait normalement pu, pour qu'un flot de sang noir en dégouline, et qu'il crache sur elle sa langue morte, telle une sangsue recroquevillée. Une odeur infecte l'accompagna, de graisse rance et de viande acide. Constance hurla et voulut le repousser, mais ses mains ne rencontrèrent que de l'air. Il n'était plus là. Dans son dos, la mâchouille sanglante reprit, accompagnée d'un rire syncopé, à moitié étranglé par le sang qui lui coulait dans la gorge et les poumons. Cette fois, Constance se précipita vers la porte, fonça dans le couloir et sortit sur la terrasse où elle courut pour se jeter dans le lac avant le ponton. L'eau froide emporta le rire dément d'Abner. Constance nagea aussi loin qu'elle le put, malgré ses vêtements qui lui collaient à la peau. Et lorsqu'elle remonta à la surface, il n'y avait plus rien. Ni l'écho de sa folie, ni la puanteur. La nuit tombait sur la forêt. Elle sut qu'elle ne remettrait jamais plus les pieds dans cette cave, plus jamais. Mais aussi que son inconscient venait de lui parler. Les dettes se payent. Elle avait compris ce qu'elle devait faire. Merci Maxime Je Chatham. vous en prie. Je vous l'ai lu comme moi je me le lis quand j'écris. Alors justement, voilà, je voulais vous demander, dans votre tête, vous utilisez les voix comme ça, vous jouez le roman, quoi. Ouais, moi je les entends. C'est-à-dire je vois la narration comme ça. C'est-à-dire que j'ai les accélérations. C'est pour ça que quand j'écris, je m'arrête, je reviens en arrière. Parfois une phrase est trop courte ou trop longue et j'ai besoin de marquer les propres accélérations que je ressens. Donc je vais rajouter la virgule au bon endroit ou je vais mettre un point, je vais retourner à la ligne. Tout ça est extrêmement important parce que même visuellement, quand vous retournez à la ligne à un moment, ça implique quelque chose dans la tête du lecteur. Et ce n'est pas la même chose que si vous étiez dans la continuité de la mise en page. Donc j'essaie de trouver... que ce soit à la fois dans le champ lexical, différents types de figures de style qui parfois peuvent être utiles pour créer un effet particulier, mais aussi, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est le découpage des phrases, vraiment. Ouais, pour moi, le rythme en fait. Ouais, le rythme des phrases et même des paragraphes est fondamental, parce qu'il raconte
quelque chose dans le récit, au-delà de ce que moi je vais dire avec mes mots utilisés comme adjectifs. J'utilise beaucoup d'adverbes. Je sais qu'en littérature, on dit toujours ne mettez pas trop d'adverbes. Moi, j'en mets pas mal. Je l'assume parce que je pense qu'ils ont une fonction qui est liée à ma façon d'écrire et qui est nécessaire à ce que j'ai envie de créer comme effet dans la tête et dans les sens des lecteurs. Donc, ouais, j'ai ces voix, j'ai aussi la composante, les italiques. Les dettes se payent dans la fin du chapitre. Pour moi, c'est en italique parce que on est à la fois dans sa tête, mais au-delà de ça, c'est presque une voix qui vient s'incruster dans la tête de Constance pour s'imposer à elle. Donc, ouais, j'aime bien, sans avoir besoin de préciser que c'est une voix et qu'elle change de ton dans sa tête. Il suffit de le mettre en italique et c'est induit dans la lecture du lecteur. Oui, voilà, le lecteur, faut lui faire confiance. C'est-à-dire, comme pour l'image, aujourd'hui, tout le monde peut faire des images, donc on est habitué et donc on comprend mieux le langage des images. J'imagine que les gens qui aiment votre écriture, finalement, vous connaissent et la connaissent, s'y habituent. Probablement, ouais. Et puis, au-delà de ça, je pense que il y a... moi, je suis un auteur qui... alors, je sais qu'il faut faire confiance au lecteur, il faut les laisser s'approprier le texte. Moi, je décris beaucoup de choses. Je vais assez dans le détail parfois, quitte à casser le rythme général, mais je pense que ce qu'on perd en rythme, on le gagne en atmosphère. D'accord. Et le tout est de trouver l'équilibre juste. Et parfois, il m'est arrivé de ressentir un besoin essentiel de décrire précisément un lieu, une atmosphère, et de prendre le temps, en étant conscient que à ce moment-là, je cassais un rythme qui était important, nécessaire. Et donc, il fallait trouver un moyen de transiger. Et je créais une péripétie qui n'était pas prévue, pour casser ma narration dans ma description, mais pour la reprendre après. Juste parce que je ne voulais pas m'interdire et raccourcir cette description qui, pour moi, était fondatrice dans ce que va être le chapitre, voire même le roman. Et donc, oui, il m'arrive souvent, j'ai plein de moments dans ma vie d'auteur où je me dis, là, je dois créer quelque chose qui n'est pas prévu, parce que je ne veux pas me couper dans mon intention. Et cette intention-là est trop longue en termes elle va casser le rythme et donc elle va déséquilibrer le chapitre, même le paragraphe. Et donc c'est une espèce de composition permanente, comme un peintre qui d'un coup se dirait mais j'ai besoin de ce rouge-là, mais il prend trop de place, il faut que je l'atténue au milieu. Mais c'était pas de son intention, il va recréer quelque chose par-dessus. Et moi ça m'arrive, notamment quand je me relis aussi. Je me dis j'adore ce passage, il est nécessaire au roman, j'ai pas envie de le couper. À d'autres moments, au contraire, je vais le couper. Je me dis, bon, là l'essentiel est passé. Tout le reste, c'est du gras, et c'est du gras qui sature. Donc ça, je peux le virer. Mais là, ce gras-là, ici, là, il me plaît parce qu'il donne un supplément de goût qui, pour moi, est nécessaire à la recette globale du chapitre. Donc, il faut que je le justifie. Mais en tant que tel, il sature, donc il faut que je l'habille avec autre chose. Donc je vais recréer quelque chose en plus. On va écouter un auteur, je ne vais pas vous surprendre, tout le monde le connaît, et vous en particulier, d'ailleurs vous le citez régulièrement, et vous le citez encore une fois dans votre roman, c'est bien sûr Stephen King. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de débuter par des choses que nous comprenons tous. Mon boulot en tant qu'écrivain, et Émile Zola dirait la même chose, la chose la plus importante est de raconter la vérité sur la façon dont les gens se comportent et la façon dont les gens réagissent à des circonstances qui se produisent. Donc je veux dire la vérité sur des petites gens, et puis je veux introduire cet autre élément. Ça peut être un loup-garou, ça peut être un vampire, ça peut être un clown qui vit dans les égouts et qui attrape les enfants, ça peut être un retour dans le temps pour tenter de sauver John Kennedy. Mais si je peux vous faire croire aux gens, si je peux vous faire aimer ces gens-là, le reste c'est facile. Non, la partie difficile c'est de raconter la vérité, la réalité au sujet de la vie, comme c'est dans le véritable monde. Et ensuite, les monstres, ça c'est la partie drôle. Voilà, Stephen King, c'était en 2013, il était dans la grande librairie. Alors ce conseil d'écrire et de partir de ce qu'on connaît dans la vie, je le disais, votre personnage Constance qui écrit des scénarios, elle en parle, c'est page 50 je crois. Qu'est-ce qui dans ce roman-là en particulier, Maxime Chatham, découle de ce principe-là, de partir de ce qu'on connaît de la vie ? C'est la leçon que King nous donne là, dans son interview quand il raconte que et si vous commencez un roman dès le début en décrivant l'émergence du fantastique dans le réel, bon, il y a des gens qui adorent ça, très bien, mais globalement la plupart des gens vont pas y croire et donc on ne croit pas au récit, on n'a pas peur puisqu'on ne croit pas à ce qu'on lit.
Et ce que King dit, c'est qu'il faut installer d'abord ces personnages dans le réel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on croie aux personnages. Si je vous fais 50 pages sur qui est Constance et que je vous la rends attachante et très vraie, à travers plein de petites anecdotes dans lesquelles vous dire, il y a un moment où au moins dans l'une d'entre elles, vous allez vous reconnaître et vous dire, bah oui, mais ça, moi aussi. Et donc, on se ressemble. Et donc, puisqu'on se ressemble, elle me touche un peu. Ensuite, si à la page 52, il lui arrive quelque chose d'étrange, vous n'allez pas vous poser la question de savoir si vous croyez à l'étrange, puisque vous croyez au personnage. Vous êtes identifié au personnage. Et donc, vous allez avoir peur avec elle. Et c'est ça la force de King. Quand on demande pourquoi est-ce que King est un auteur à part, c'est qu'il a toujours considéré... C'est le premier auteur de fantastique qui fait ça. Alors, c'est un peu faux ce que je dis, parce que même Bram Stoker, quand il fait Dracula, quelque part, on croit à ses personnages. Mais il y a le truchement du roman épistolaire, qui joue, qui favorise cette dimension réaliste, parce qu'on s'envoie des lettres, on y croit, c'est vrai, et ça parle d'amour. Mais malgré tout, King, lui, il va vraiment rentrer dans le petit détail du quotidien. Il va aller très très loin. Dans Cimetière, je vous donne un exemple très basique, dans Cimetière, au début du bouquin, pour faire croire à ce couple qui s'aime, à un moment, il raconte des vies du quotidien, ils se couchent ensemble le soir, le type pète sous les draps, il fait rire sa femme. Je veux dire, c'est des trucs qu'on ne voit pas dans des romans habituels. C'est une scène qui ne sert à rien dans l'absolu. Mais en fait, elle sert à tout. Elle sert à les rendre plus vrais que nature. Ils ne cherchent pas à les mettre en valeur, à les rendre héroïques, ces personnages. Ils cherchent simplement à les rendre crédibles par leur humanité. Et pour qu'ensuite, tout ce qui va se produire derrière, leurs émotions soient les nôtres. Et c'est ça qu'il faut faire quand on fait un roman. C'est réussir à trouver ce point d'équilibre-là entre le réalisme des personnages et toute la fiction qu'on va embrasser derrière dans notre narration, quand on va en tout cas comme moi, dans des romans qui flirtent parfois avec le surnaturel, parce que je pense que dans 8,2 secondes, assez vite, on se pose la question mais à la fin, ça va être vrai ou pas vrai? Ça va être surnaturel ou pas, cette histoire? C'est pour ça que je dis que c'est compliqué d'en parler, parce que moi, je veux surtout pas dévoiler la façon dont vous moquez pas mal de nous, quand même, puisqu'on se fait complètement avoir. Juste pour revenir, King, dans l'extrait qu'on a entendu, dit... que les monstres, finalement, c'est la partie facile. Ouais. Il dit c'est même la partie drôle. C'est le mot qu'il utilise. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça aussi, Maxime Chatham? C'est l'apparition du grand méchant loup, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle dans votre roman. C'est la partie facile, en fait. Oui. Alors moi, en plus, c'est un tueur en série, donc c'est encore plus facile parce que c'est réaliste. Mais non, mais à partir du moment où on veut raconter un truc, dans le chapitre dans le petit bout que je vous ai lu tout à l'heure, le Abner là qui est dans la cave, elle se dit je pète les plombs en fait, je suis seul et puis d'un coup je tourne la tête et ce type est là avec sa tête horrible et sa langue. Les bruits qu'il fait. Ouais, les bruits horribles. Et encore, j'en ai pas fait trop des caisses sur ce passage-là, mais j'aurais pu faire plus glauque et plus terrifiant. Mais c'était pas le propos. Là, l'idée c'était juste de commencer à semer la graine du doute sur sa santé mentale ou pas. Mais oui, je crois que le plus drôle, c'est d'écrire la partie fantastique quand on écrit un roman fantastique, ou la partie sur un tueur en série quand on est... sur un tueur en série, elle n'est pas drôle, la partie, mais en tout cas, c'est pas la plus compliquée, parce que c'est celle qui demande justement de l'imagination. Et quand il s'agit de monstres, typiquement, alors là, c'est la porte ouverte à toutes les des options, surtout sur ce qu'on veut raconter. Parce que raconter un vampire, un loup-garou, un truc, bon, ça, c'est n'importe qui peut le faire, c'est facile, c'est drôle. Ce qui devient intéressant, c'est quand on se dit, ok, là, je vais faire émerger la figure du vampire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle incarne. Qu'est-ce que le prétexte du vampire va me permettre de mettre en avant dans ce que je vais raconter de la société moderne aujourd'hui. C'est quoi le vampire, ce suceur de vie? Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi la métaphore du vampire dans notre société moderne? Le loup-garou, cette créature bestiale qui fait remonter ce qu'il y a de plus... primitif en nous, qu'est-ce que ça raconte? Le combat entre l'homme, ce parangon de vertu de la société dans laquelle il doit bien se comporter, bien être éduqué, etc. Et en même temps, on n'arrête pas de lui dire, mais le retour à la vie sauvage, à ses instincts, au sens sont primordiaux pour l'équilibre de l'être humain. Là, il y a un truc intéressant. Là, il y a un hiatus. Là, le loup-garou, il peut émerger. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et en revanche, après, derrière, oui, c'est facile de faire la mise en scène. Ça n'est que de l'écriture, c'est du jeu narratif pour jouer à faire peur au lecteur, sans jamais oublier quand même ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que c'est un prétexte à se divertir, mais aussi surtout à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter avec cette histoire de loup-garou? Ok, j'ai eu un peu peur dans le chapitre, mais dès que j'ai fini, je pose le bouquin, je m'interroge, je me dis, mais c'était quoi le sous-texte dans ce passage avec le loup-garou? Qu'est-ce qui veut m'amener à me poser comme question, moi, en tant que lectrice ou lecteur? Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que quand je disais le grand méchant loup, c'est vraiment le nom qu'on donne aux tueurs en série dans votre livre.
Et là, il y a un peu d'humour, il y a un peu de burlesque quand même. Finalement, c'était pas lui qui vous intéressait vraiment, ce Pas du grand tout, méchant non. loup. Ouais. Ouais. Non, mais dans ce roman-là, C'est un non. conte, quoi. C'est Ouais. un méchant de conte. Enfin, c'est affreux, hein, ce qu'il fait, mais... Oui, mais vous l'avez dit, c'est un prétexte. Autant j'ai des romans où le tueur en série, où le personnage criminel est un élément important, voire essentiel à l'intrigue, et voilà. Là, dans ce roman-là, c'est pas le moteur du roman. Et ça l'était pas dès le début pour moi, et je pense qu'assez vite... Alors, ça peut être un moteur pour le lecteur, parce que forcément, il est lié à l'intrigue, donc on s'interroge un moment sur qui il est et pourquoi. Donc, il y a un jeu de dupes, parce que je pense que très vite, c'était l'idée dans l'écriture, je vais rien déflorer du roman, donc je vais pas trop en dire, mais à un moment, on se pose la question de qui est qui, et forcément, le grand méchant loup est là pour ça, pour qu'on se pose cette question-là. Mais une fois qu'on a compris le rôle de ce personnage, ensuite la mécanique de presque de son arrestation, j'ai envie de dire, elle est très secondaire dans le récit. Là où ça aurait pu être fondateur, non, c'est pas le cas. Moi, j'avais envie de jouer avec le lecteur, mais qui sente assez vite que c'est un prétexte pour se poser la question, mais pourquoi il joue avec moi? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec moi? Pourquoi est-ce que je marche? Pourquoi est-ce que je me pose autant de questions dans le roman? Et en tout cas, si j'ai réussi mon job d'auteur. Et c'est un jeu de dupes, le thriller. C'est de savoir qu'on est en train de se faire manipuler et de chercher comment. Et aussi pourquoi. Et de se rendre compte qu'on éprouve du plaisir à ça. Parce que moi, je dis toujours que le thriller, c'est un outil formidable pour donner aux gens envie de lire. Parce qu'il suffit de faire un effort, c'est celui de lire les premiers chapitres. Et ensuite, il n'y a plus aucun effort à faire. Si le bouquin est plutôt réussi, ensuite, c'est notre curiosité qui va être le moteur de notre lecture. Parce qu'on va avoir envie de savoir. Et donc, on n'est plus en train de se dire, il faut que je lise. Non. J'ai envie de trouver du temps pour lire parce que je veux savoir. Le chapitre 7 s'est arrêté sur une espèce de suspense infernal. Moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. Donc, je veux ce petit temps-là, petite pause dans le boulot pour aller lire le chapitre 8 en urgence. Et bien sûr, si le bouquin est bien fait, le chapitre 8, il est encore pire. Et donc, vous cherchez du temps pour aller au chapitre 9. Merci beaucoup, Maxime Chatham, d'être venu dans les Midis de Culture. C'est trop court, malheureusement. Je suis contente, on n'a pas... déflorer l'histoire de ce 8,2 secondes qui est apparu chez Albin Michel, et ça nous a donné envie d'écouter une musique que vous aimez bien, je crois, et nous on avait envie d'être plutôt joyeux aujourd'hui. Girls Just Want to Have Fun. J'adore, merci.